Catherine Dupont-Gagnon, bonjour. Bonjour. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et parler du livre, question de placer la table. Crypto Québec, qu'est-ce que c'est? On est un organisme à but non lucratif dont la mission, en fait, c'est tout ce qui touche la vie privée, la littératie numérique, la sécurité en ligne, etc. Puis, à travers ça, on fait plusieurs types d'activités. On donne des cours, des conférences, on écrit des publications en ligne, on fait des podcasts et on sort des livres une fois de temps en temps, dont justement le livre On vous trompe qui sort bientôt. On va parler de livres. En 2018, il y avait eu le livre On vous voit et ça avait été un gros travail de conscientisation pour la population de voir à quel point tout le monde était espionné et finalement les grands joueurs qui étaient intéressés de savoir ce qu'on faisait, où on était et qui on était, pouvaient assez facilement de le faire. Ça, c'est 2018. Aujourd'hui, le 7 septembre prochain, vous arrivez avec un nouvel ouvrage qui est intitulé On vous trompe. Mm-hmm. Et vous voulez faire quoi? C'est quoi le but de l'ouvrage? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de la pandémie, c'est l'éditrice qui nous a approchés. Donc, c'est pas nous à la base qui a eu l'idée nécessairement, c'est elle qui nous a dit, hey, la gang de crypto, le premier livre s'est super bien passé, on en parle encore en bien, il est encore utile. Par contre, il y a des nouveaux enjeux en ce moment qui se passent au niveau justement du web. Entre autres, il y avait des campagnes massives de désinformation. On a su ce qui s'est passé aux élections en 2016, par exemple, aux États-Unis. Donc, tous ces mouvements-là de réalité alternative, les crypto-monnaies qui prennent beaucoup d'ampleur avec beaucoup, tu sais, il y a des choses à dire positives sur les crypto-monnaies, mais il y a quand même un gros phénomène de scam, si on veut, de trucs pyramidales qui sont associés à ça aussi. Puis de gens qui sont dans une situation où est-ce que tout le monde était isolé, on était tous en panique un peu, on cherche l'information, puis il y a plein de gourous d'informations un peu malveillants qui nous proposent des solutions faciles. Puis l'éditrice voulait en fait qu'on parle de ça, justement dans un contexte de littératie numérique. Fait que c'est comme ça que le livre est venu. Puis c'est un peu fou parce qu'au fur et à mesure qu'on écrivait le livre, on a commencé parce qu'on voulait parler de trucs plus dans le passé. Puis là, la pandémie avançait avec tout justement ce qu'on sait, ce qui s'est passé, etc. Qui a culminé jusqu'au 6 janvier avec la prise du Capitole aux États-Unis, etc. Du Capitole. Puis on écrivait, puis pendant qu'on écrivait, il y avait de l'actualité pertinente avec ce qu'on est en train de détailler, en fait, qui se passait. C'est un peu un travail là, de courir derrière l'actualité pendant comme un an et demi à peu près, pour écrire ce livre-là. Puis l'objectif final, c'est vraiment d'informer les gens sur la désinformation, puis les arnaques en ligne de façon générale. Quand vous l'avez écrit, puis vous l'avez écrit à plusieurs mains, là, je vous présentais comme co-autrice, je pense que vous êtes 6 à avoir travaillé sur. On est 6 au total, oui. Quand vous avez écrit ce livre-là, j'imagine chacun avait son bout, vous aviez qui, vous, en tête? C'était qui votre lecteur type là, à qui vous vous adressiez? Il fallait vraiment garder ça général, public général. Puis, dans le fond, les chapitres, parce que moi, je suis responsable, typiquement, moi, quand je les avais en tête, je pensais à des gens autour de moi avec qui j'avais vécu des situations, que ce soit la bonne amie d'enfance qui m'a partagé des mimes de désinformation puis qui est un peu en panique sur la santé. Quelqu'un qui est en route vers le bureau et qui partage sa réaction sur oui. Je pensais à mon ami comme ça, le monsieur, le jeune homme qui se retrouve un peu dans le terrier du lapin blanc, si on veut, puis qui se réveille avant que ce soit trop tard. C'est des gens proches de moi que j'avais, ça peut être des gens comme ma mère aussi, c'est pas nécessairement des gens qui sont à l'aise avec l'informatique non plus que j'avais en tête parce que je me souviens, un des trucs qui m'avait vraiment marqué au début de la pandémie, c'est que mes parents me contactaient souvent pour me poser des questions de Catherine, est-ce que c'est vrai ça? Puis une chance qu'eux avaient le réflexe de le faire. Puis je me dis, c'est pas tout le monde qui ont les réflexes de le faire. Puis tu sais, même dans les gens autour de nous, dans l'équipe, il y a des gens qu'on a perdus à des conspirations comme ça, où est-ce qu'ils sont tellement allés loin, on ne peut pas les ramener. Fait qu'on se posait des questions justement dans le livre de comment est-ce qu'on ramène ces gens-là? Comment est-ce qu'on les ramène dans la réalité partagée, si on veut, plutôt que la réalité alternative? Comment est-ce qu'on fait brainwashing, dans le fond, parce que c'est un peu ça qui se passe. Puis, tu sais, c'est la réflexion aussi autour des algorithmes, la puissance des algorithmes de convaincre quelqu'un, une petite incrémentation à la fois, de comme tranquillement faire des compromis cognitifs, puis se retrouver dans un autre univers carrément. Tu sais. C'est drôle, hein? Je vous écoute parler, puis j'ai l'impression d'entendre ce qu'on disait à une certaine époque concernant les sectes. Et là, maintenant, on est en train d'appliquer ça avec les victimes de la désinformation en ligne. À un moment donné, dans le livre, vous amenez une statistique qui est très forte de Statistique Canada, qui dit qu'au cours des premiers mois de cette crise sanitaire, 96 des Canadiens ont utilisé Internet pour s'informer et ont vu des informations qui soupçonnaient d'être trompeuses, fausses ou inexactes. C'est tous les Canadiens, ça, 96 En fait, c'est un peu un testament de comment c'est omniprésent, les fausses nouvelles. Puis on se dit pas que c'est les gens qui les ont recherchées, là, c'est que
Ils sont n'importe tombés qui dessus, scrolle ça sur leur est son apparu. Facebook va en voir des fausses nouvelles, tu sais. Justement, c'est ma maman, des fois, que j'étais comme, hey, maman, c'est pas une vraie chose, ça, c'est pas des vraies statistiques, tu sais, c'est des fausses nouvelles. Puis, tu sais, je les vois à cause de ça, tu sais, même si je suis quelqu'un qui fait attention de où est-ce que je m'informe, tu tombes quand même sur ces nouvelles-là. Puis, le danger, c'est qu'elles sont de plus en plus bien peaufinées, de plus en plus, tu sais, avant, mettons, c'était facile de voir un spam courriel parce que c'était une histoire à bas-commande d'un prince nigérien obscur, il y avait des erreurs orthographes, ça faisait aucun sens. Mais maintenant, toutes ces arnaques-là sont vraiment bien craftées. Les sites ont l'air légitimes, il y a des designers graphiques qui travaillent dessus, il y a de la correction, tu sais, c'est vraiment mieux travaillé parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se fait au travers de ça, tu sais, veux pas, l'Internet, c'est une compétition de regard et d'attention. Puis, ben, tout le contenu négatif va attirer l'attention, right? Si t'es fâché, si tu veux t'astiner avec quelqu'un, si t'es inquiet, tu vas rester, si t'es captif, tu deviens captif. Fait que ce genre de site de fausses nouvelles-là, ces trucs-là qui partagent des informations trompeuses ou juste carrément là, qui servent juste à faire de la bisbille, ben leur intention, c'est de faire de l'argent parce que ça garde les gens actifs, donc ça garde l'attention, donc ça garde les dollars publicitaires. C'est un gros sujet. Ah, ben, c'est énorme comme sujet. Juste dans ce que vous mentionniez, il y a tout ce qui est hameçonnage, mais c'est pas le sujet de votre livre, mais ça aussi, on pourrait en parler longtemps, là. Ben, ça fait partie de l'écosystème des arnaques en ligne. Puis justement, ces réflexes-là que si vous travaillez en entreprise puis que des cours de sensibilisation à tout ça, les cours justement vont souvent dire, tu sais, comme si tu une réaction émotive trop forte, un courriel, il y a peut-être quoi de louche? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a un genre, il faut agir maintenant? Tous ces trucs-là, ces pointers-là, c'est les mêmes pointers pour détecter, en fait, des fausses nouvelles. Fait que, tu sais, c'est interrelié. Des arnaques, c'est des arnaques. Le point, c'est de tromper au final. Pas se tromper pour généralement des trucs financiers ou des fois politiques, mais tu sais, au final, ça reste la tromperie en ligne, puis il y a quand même une relation entre les deux. C'est les mêmes tactiques, c'est de l'ingénierie sociale, puis c'est les mêmes pistes de solutions pour les repérer. Je vous ramène dans le livre. Oui. À un moment donné, je trouve ça intéressant, puis c'est un bon chapitre, ça, vous faites la nuance entre la misinformation et la désinformation. Puis ça, c'est intéressant. Ça revient à l'exemple que vous donniez de quelqu'un que vous connaissiez. Il y a des gens qui ont fait de la désinformation, mais à quelque part, bien malgré eux. Oui, mais dans ce cas-ci, c'est ça, c'est la mésinformation. La différence étant, c'est l'intention qui compte, en fait. Fait que, brièvement, si, mettons, ma maman partage par erreur un truc qu'elle a vu de quelqu'un de confiance, puis que ça, c'est une nouvelle fausse, ma mère fait pas de la désinformation, elle fait de la mésinformation. C'est différent parce que, tu sais, elle le sait pas. Elle croit sincèrement que c'est vrai, donc elle partage avec la meilleure intention du monde cette information-là parce que, tu sais, mettons, dans l'exemple du livre, on parle d'un médicament là, qui est un peu publicité de façon négative pour pousser un médicament naturel pas approuvé par Santé Canada. Puis, tu sais, la personne qui partagerait ça, sincèrement, c'est parce qu'elle aime les gens autour de elle, puis elle veut être sûre que personne ne soit en danger, puis elle le cru sincèrement à l'annonce. Versus la désinformation, c'est vraiment des campagnes organisées, que ce soit par des agents étatiques ou des agents commerciaux. Hein, ça peut être aussi du dark PR, ça existe aussi. Puis, le point, c'est les gens qui écrivent les nouvelles savent pertinemment, en fait, que la nouvelle, elle est fausse, mais ils la propagent dans le but de convaincre d'autres gens de cette fausse nouvelle-là. Puis, tu sais, cette histoire-là, entre autres, elle est inspirée d'un article qui était linké, en fait, qu'un lieu, un whistleblower, au milieu de la pandémie, à peu près, un peu après que le vaccin soit sorti. C'est un jeune homme, en fait, qui était reconnu pour être un growth hacker, puis il avait été recruté par une firme, justement, de marketing pour manager un site de nouvelles naturelles, entre guillemets. Puis eux faisaient de la désinformation carrément, puis lui il était en conscience de cause, puis tu sais, le but c'était de vendre des trucs, des cautions naturelles, il y avait des sites affiliés, blablabla. Puis lui il poussait là, de la grosse promotion anti-vaccin, alors que dans les faits, le dude est vraiment comme pas anti-vaccin du tout. Là, c'est le point, c'était, tu sais, lui il avait juste un objectif commercial en tête, puis il faisait sa job. Donc, c'était juste une job. Puis il a comme cliqué que c'était wrong, qu'est-ce qu'il est en train de faire, parce que son père, qui était vulnérable, a refusé le vaccin. Puis lui, il s'assied avec son père, mais papa, il faut que tu prennes ton vaccin, c'est important. Puis son père de lui citer des articles que lui-même avait écrits ou avait commandés pour le site web comme preuve que le vaccin est dangereux puis que les pharmaceutiques cachaient des choses. Puis ça il a comme réalisé qu'il y avait comme des conséquences réelles à la désinformation qu'il créait. C'était pas juste des dollars dans son compte de banque. À la fin, il y avait des gens qui étaient impactés, dont son propre père là, qui était rendu déconnecté de lui, là, puis il y a eu une grosse chicane, puis il a perdu contact avec son père à cause de ça. Fait qu'il est sorti dans l'actualité justement pour siffler l'alerte là-dessus. Malheureusement, l'impact a été relativement minime parce que le mal avait été fait.
Oui, le mal est déjà fait. Mais c'est comme quand même une histoire flagrante, je trouve, là, qui représente un peu la différence entre la désinformation puis la misinformation. Puis il y a aussi un élément, et ça sort clairement dans votre livre, c'est tout le facteur des données générées, des données qui sont étudiées, qui sont programmées, qui sont utilisées par les GAFAM ou les groupes mal intentionnés pour nous faire voir des choses. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben, en fait, il faut partir un peu de Cambridge Analytica, là, qui était comme le gros scandale, où est-ce qu'on sait qu'il y a eu une influence sur les élections américaines parce que les enfants, à partir des données collectées sur Facebook, avaient pu avoir des profils psychologiques très profonds qui avaient été développés. Puis, c'est moi, je suis une ancienne personne de marketing, justement, où est-ce que je faisais juste des campagnes marketing comme ça. Puis, comme c'est fou la quantité de choses qu'on peut cibler. Puis ça, c'était plusieurs années à ce point-ci, fait que j'assume que c'est encore plus avancé maintenant. Mais déjà, à l'époque, c'était effrayant. Puis, cette expérience-là en marketing, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai passé en cybersécurité, en fait. De justement la outrance que j'avais par rapport au fait que, mais voyons, comme on collecte donc des choses sur les gens, tu sais. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'en travaillant des profils psychologiques très avancés sur des gens, on peut déterminer ça, sur quoi ils vont être vulnérables, c'est quoi leurs trigger points. Puis à partir de ça, on peut bâtir des campagnes là, vraiment là, de niching très, très, très pointues pour manipuler les gens psychologiquement. Ça, il y a plein d'études scientifiques là, qui démontrent qu'on est relativement facile à influencer comme personne humaine. Tu sais. Je me rappelle une expérience que entre autres, il avait exposé des gens, mettons, à des termes négatifs. Puis après, il avait regardé comment les gens avaient réagi. Puis, tu sais, le test, c'était d'aller faire chercher 2 autres personnes dans un corridor pour leur dire, ah, c'est à ton tour. Puis, dans le fond, c'est la personne ne savait pas, mais les 2 personnes étaient un des chercheurs faisait partie de l'expérience. Puis les gens qui avaient lu des textes négatifs versus des gens qui avaient lu des textes neutres ou positifs étaient beaucoup plus brusques dans leur façon de dire comme hey, c'est à ton tour. Ils attendaient moins longtemps, ils interrompaient plus facilement, le ton était beaucoup plus sec, il y avait vraiment une différence. Fait que juste avoir été exposé à des termes négatifs. Fait que là, sachant ça, on sait aussi que Facebook a répété ce genre d'expérience-là sur des gens en testant les fils d'actualité, en mettant des petites nouvelles plus négatives, voir comment les gens marchaient. Ils ont essayé de jouer dans les relations des gens, hein, choisir 2 personnes qui ont des profils psychologiques un peu différents, puis voir s'ils peuvent réussir à briser l'amitié en les faisant se débattre dans les commentaires. C'est des tests que Facebook a fait. Là, ça aussi, il y a un autre whistleblower qui était sorti là-dessus. On en parle un peu dans le livre d'ailleurs. Fait que, donc on pense à quel point c'est facile de manipuler les gens, si on veut, émotionnellement. C'est pas tant dur de se dire que tu choisis des gens qui sont, mettons, un peu... on va parler plus à droite parce que veux pas, dans l'actualité dernièrement, c'est vraiment la droite alternative qui a fait beaucoup couler d'encre. Il y a d'autres enjeux dans d'autres sphères politiques, mais on va focuser sur celle-là pour aujourd'hui. Ou est-ce que si, mettons, tu sais que quelqu'un est un peu centriste, tendance droite, puis il croit beaucoup en l'individualité, beaucoup dans le fitness, bien là, tu peux aller jouer sur des trucs un peu là, de choix individuels, de santé, puis tu peux les faire glisser doucement là, dans les pensées mainstream vers des trucs un peu plus d'extrême. Puis la pente de radicalisation, là, elle est quand même étudiée, là, puis il y a plein là, d'études là, qui démontrent comment il y a de la radicalisation qui peut s'opérer là, sur toutes les plateformes YouTube, Facebook, etc. Puis c'est les algorithmes qui collectent ces données-là en sachant exactement qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui nous fait poser, où est-ce qu'on regarde les publicités, quand est-ce que quand il y a une publicité, on la regarde un peu plus, etc. Puis chaque micro-décision qu'on fait comme ça sur chacune de nos plateformes sont collectées. Rajouter à ça que les sites se parlent entre eux, partagent les données, vendent à des tiers parties, il y a des tiers parties qui collectent, etc. Ça fait qu'il y a des écosystèmes géants de données qui nous connaissent peut-être mieux même qu'on se connaît nous-mêmes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires cocasses là-dessus là, sur Internet où est-ce que justement des gens qui se rendent compte que TikTok avait deviné avant eux qui étaient gays, par exemple, parce qu'il leur proposait du contenu, justement, LGBTQ, puis là, ben, ils se rendaient compte, mais voyons, pourquoi j'ajoute ça? Puis là, la réflexion de, ah, oups, OK. Pareil avec les gens qui se rendent compte que, dans le fond, ils sont un trouble ADHD depuis des années, puis finalement, c'est parce que l'algorithme était comme, hey, t'as clairement un problème. Puis là, ben, la personne se rend compte qu'effectivement, elle fit le diagnostic. Puis, veux pas, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, les algorithmes savent des fois un peu avant nous. Il y a des cas aussi de femmes qui reçoivent des paquets cadeaux comme quoi félicitations pour ta grossesse puis ils savaient même pas encore qu'elle est enceinte. Puis c'est carrément juste l'algorithme qui était comme ah elle a googlé telle chose, elle a fait tel truc. Statistiquement parlant, c'est probablement ça. Puis justement avec le big data puis l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus smart, de plus en plus capable d'analyser de façon profonde les choses, avec les learning machines qui vont justement développer des patterns puis apprendre d'eux-mêmes, ça fait que ces données-là vont devenir de plus en plus faciles à exploiter, de plus en plus faciles à comprendre. Puis déjà, on a un problème justement de comment les gens se font manipuler rapidement. Fait qu'on a un gros challenge devant nous pour la littératie numérique puis la vie privée, justement, puis apprendre aux gens à se défendre contre ces choses-là, qui est quand même un des gros objectifs du livre. Comment se protéger, comment protéger nos proches aussi. Fait que ouais.
C'est ça. On a comme une responsabilité à prendre en main de se protéger. Et d'ailleurs, vous donnez des outils. Je vais revenir là-dessus après. Mais ce qui est clair aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il faut protéger ses proches vulnérables. D'ailleurs, vous l'avez mentionné quelques fois, on salue votre mère si elle écoute. Mais donc, c'est ça, il y a beaucoup de gens à qui on pense pas nécessairement quand on pense à l'Internet, l'utilisation de l'Internet, mais ils le font maintenant. La pandémie a accéléré d'ailleurs, un peu fait disparaître la fissure numérique. Là, tout le monde maintenant utilise l'Internet, mais il y a des gens à qui on pense pas quand vient le temps de parler de désinformation. On va penser à eux quand on parle d'hameçonnage. La désinformation, on n'y pense pas nécessairement. Et donc, vous attirez l'attention là-dessus. On a tendance à penser automatiquement les personnes plus âgées, mais c'est pas nécessairement vrai non plus. De mon expérience, là, j'ai brièvement enseigné dans un niveau collégial avant la pandémie, justement. Puis un des trucs là, qui m'avait vraiment marqué, c'est à quel point les jeunes, on parle Z très jeunes, savent pas se servir d'un ordinateur. Dans ma classe, c'est un problème fréquent où est-ce que... Un téléphone, oui, mais un ordinateur, non. Exactement. Fait que, mettons, je leur disais, OK, il faut que vous m'envoyez le travail par courriel, mais il n'y avait pas la compréhension de comment passer l'ordinateur. Fait qu'il se l'envoyait sur son téléphone, puis après, il me le réenvoyait par courriel. C'était quand même cocasse un peu comme situation. Puis ça démontre que, justement, tu sais, la littératie technologique, ça n'a pas nécessairement rapport avec le nombre d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux. On peut passer 36 heures sur 3 jours, là, comme 12 heures par jour, let's go sur l'Internet, puis quand même pas nécessairement bien comprendre ce qui se passe derrière. Puis justement, de lever le voile un peu derrière qu'est-ce qui se passe nos écrans. Parce que, on voit les façades, on voit l'user face, etc. Puis c'est facile de comprendre ça. C'est fait pour être facile d'usage, ces plateformes-là. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ultra complexe. Puis de lever le voile vers ça, c'est une bonne façon justement d'éduquer les gens à se préparer et à se protéger mentalement, si on veut, là, de justement toutes ces tactiques de manipulation. Dans le livre, je le mentionnais, puis je vais revenir là-dessus. Dans le livre, moi, ce que j'ai trouvé généreux de votre part, c'est que c'était une chose de dire, voici la situation, voici les problèmes, mais vous donnez beaucoup de pistes pour aider les gens à arriver à se retrouver. Là. Il y a un début d'outillage. Oui, pas le choix. On est quand même des optimistes. C'est ça l'affaire. C'est facile de tomber dans la paranoïa, puis un peu le nihilisme, quand tu es un peu trop en cybersécurité, puis tu te dis, bon, mais il faut pas tomber là-dedans parce que si tu tombes là-dedans, en fait, tu tombes dans l'apathie. Il n'y a pas de solution, puis les trucs deviennent juste pires, puis les gens ont juste baissé les bras, puis il n'y a rien à faire. Fait que garder espoir, garder l'espoir, en fait, qu'on peut régler le problème, qu'on peut aider, puis qu'on peut faire part de la solution, c'est un des motivateurs principaux. En fait, puis c'est pour ça qu'on est bénévole dans un organisme, là, puis qu'après nos jobs de soir, on se rencontre pour jaser justement comment est-ce qu'on peut aider les gens à être plus protégés sur le web. C'est parce qu'on a l'espoir, puis qu'on a justement, on veut pas être apathique par rapport à ça. Fait que oui, les pistes de solutions sont super importantes pour nous. On essaie de garder ça d'une façon où est-ce que ça allait bien vivre dans le temps, fait que c'est pas super technique non plus. On dit pas utiliser tel logiciel, tel truc, c'est plus de comprendre les concepts généraux puis les pistes de solutions générales pour pouvoir justement garder ça adaptatif dans le temps pour que ce livre-là puisse, même s'il est né d'une situation très actuelle, qu'il puisse quand même bien vieillir, qu'il puisse toujours être utile dans le temps. Fait que oui, les pistes de solutions, puis tu sais, la piste de solution, elle se passe d'être sensibilisé. C'est vraiment ça, c'est de faire attention, d'être sensibilisé puis d'être conscient de ce qui se passe. Pour reprendre votre conclusion, restons vigilants. Catherine Dupont-Gagnon, co-autrice du collectif Crypto-Québec, qui donc publie le 7 septembre prochain l'ouvrage On vous trompe, c'est aux éditions Très Carré. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci de l'invitation.